Salut tout le monde, Nicolas Néron. Aujourd'hui, on s'en va rencontrer Pascal Gagnon, propriétaire de la boucherie Bœuf et compagnie à Châteauguay. Suivez-moi tout le monde. Je suis très content d'être ici aujourd'hui avec toi. Content de t'accueillir, Nicolas, merci. On se trouve à la boucherie Bœuf et compagnie à Châteauguay. Exact. Je le sais que ça fait quelques années que tu travailles ici, mais je connais pas tout le début de ton histoire. Ben, la boucherie, on est ici depuis 2011, donc ça fait maintenant 10 ans. Avant ça, moi, je viens du domaine de la restauration, principalement de la cuisine française. OK. J'étais restaurateur aussi, j'ai eu 2 restaurants. Super. J'ai fait ça pendant à peu près 15-16 ans avant de me lancer en boucherie. OK. Mon parcours, j'ai toujours voulu rester dans le domaine de l'alimentation en ayant une vie un peu plus normale que la vie de la restauration, exactement, pour pouvoir fonder une famille et je comprends rester dans le même domaine. Ouais. Super. Puis, qu'est-ce qui t'a emmené à te dire comme la boucherie serait mieux, mettons, que partir une fromagerie ou c'était-tu comme quelque chose qui t'attirait d'avance, les viandes? Ou, moi, j'étais un passionné de la viande. Okay. Le goût, la tendreté, la texture. Comprendre sa provenance, j'imagine, tout exactement, ça. Puis, les produits locaux. Cool. Ouais. Puis, dans ton parcours de restaurateur, as-tu commencé comme à l'école ou t'étais allé apprendre sur le plancher des vaches ou as-tu été à l'extérieur du Québec peut-être pour faire de la cuisine française? Non, ben moi, je suis issu de l'Institut de l'hôtellerie. Okay. J'ai j'ai mon diplôme en cuisine d'établissement, j'ai fait mon diplôme en pâtisserie. OK. Cuisine évolutive. J'ai même enseigné un petit peu à Jacques Rousseau. Nice. En cuisine évolutive, ouais, c'est bien le fun. Nice. Moi, ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît, tu sais, puis qu'on se côtoie dans le domaine, justement, on partage ensemble un peu la passion de la bouffe, puis quelque chose qu'on sait toutes les deux, je crois, c'est que ça prend plein de sortes de fabricants ou de transformateurs pour arriver à un repas. Oui. Dans le concept de déconstruire son repas, moi, ce que je veux, c'est démontrer aux gens que dans un cheeseburger, on peut trouver plusieurs acteurs. Un assiette qui vaut à peu près 15-20$ qu'on va revendre à une table assise que les gens viennent manger. Je trouve que c'est pas un très gros prix cher payé pour tous les acteurs, que ce soit les livreurs, les fabricants de frigo, les gens qui font les épices, tous les transformateurs, tous les gens qui jouent un rôle là-dedans sont super importants. Mais toi, vu que tu as l'expérience de ça, de la restauration, probablement que tu as comme les skills pour pouvoir présenter à tes clients tout ce qui est des assortiments ensemble, les vins, les sauces, tout ça. Oui, le mariage des saveurs. Un client qui arrive ici avec une recette, c'est pas trop où se diriger, mais on est en mesure vraiment de le cadrer pour qu'il parte d'ici avec le produit vraiment parfait, puis qu'il puisse avoir un résultat exceptionnel, optimal pour sa recette. Ouais. Moi, j'aimerais ça voir si on peut aller se faire présenter quelques morceaux de viande, peut-être ta pièce préférée à toi. Mais quelqu'un qui veut sortir un peu des chantiers battus, là, avec, comme on parle souvent, la galette de bœuf, ou la bavette, pardon, dans les choses qui sortent un peu de l'ordinaire, tu sais, quelqu'un qui veut quelque chose de plus goûteux, peut-être du chevreuil, est-ce que vous en vendez? Non, on tourne beaucoup de gibier, oui. Les gibiers sont tournants ici. Là. On va travailler le carré de sanglier de Saint-Augustin-des-Morts, on fait des médaillons de bison. On a la longe de wapiti, du carré de cerf de Boileau. Les cerfs, comme tu dis, est-ce qu'ils ont... si on les compare, mettons, avec le bœuf ou c'est un animal qui est plus goûteux. C'est un peu plus goûteux, ça reste quand même que c'est de l'élevage. Okay. On peut pas vendre de viande sauvage, donc on ne voit pas de l'orignal dans une boucherie. Il faut que tu connaisses un bon chasseur. Okay. Mais ça reste une viande qui est très goûteuse là, selon la façon qu'ils sont élevés. Là. Puis avec pas mal toutes ces viandes-là, j'imagine que tu arrives à faire des mix pour tes produits de saucisses pour... Oui, on fait des saucisses de bison, on fait des saucisses de canard, on fait des saucisses de sanglier. Saucisses de canard, ça je pense que j'aimerais beaucoup. Saucisses de canard, oui, on rajoute un confit d'oignon porto à l'intérieur. Avec une petite base légèrement poivrée. Parce que toi, étant cuisinier, tu as déjà travaillé avec toutes ces saveurs-là un peu qui... Oui, on développe des goûts, on développe des nouvelles recettes. Actuellement, on fait environ 40 à 45 choix de saucisses. Wow! Donc, on les a pas toutes aujourd'hui, là. On est au début de la semaine, mais c'est tous des produits qu'on fait maison.
C'est le fun comme ça, les gens, des fois, quand ils viennent, parce que même le week-end, je pense que tu vends des produits de pain. Ouais, du bon produit de pain. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui vient chercher un morceau de viande, mais il peut repartir avec quelque chose d'un peu plus complet que d'aller arrêter un autre commerçant. Puis, ouais. C'est parce que des fois, dans cette union-là, tu sais, des personnes avec qui tu travailles dans la région, ben ça limite aux clients de faire 3-4 places, puis il y a les produits locaux chez toi, puis absolument, je trouve que c'est un bon... on a des bonnes baguettes de chez Obsession, de Nicolas. Puis on le dit à chaque fois que les clients le prennent, ça c'est... Ben c'est ça, nous on fait un peu, on partage justement ce besoin-là de travailler ensemble, puis pour nos produits qu'on va avoir de la viande ou des choses qui sont dépâtées justement à la viande, ben on vient à la boucherie Bœuf et compagnie, puis on a comme une union, les commerçants locaux, que je trouve qui est important. Ouais, c'est essentiel, c'est essentiel. Je vois la bavette de bœuf qui est là. Ouais, les bavettes, ouais. Les gens adorent ça, les gens en demandent, mais si tu veux le sortir un peu de... Tu peux y proposer de quoi, tu sais, qui est quand même assez similaire, mais qui va avoir d'autres goûts. Oui, absolument. Ben là, j'en ai pas aujourd'hui dans le comptoir, mais qui ressemble un peu à une bavette, ça serait l'onglet de bœuf. Okay. C'est un muscle qui est à l'intérieur, sur le long de la colonne vertébrale. C'est un muscle extrêmement goûteux. C'est le muscle le plus goûteux. Dans le temps, on l'appelait la pièce du boucher. Okay. Ben, l'onglet de bœuf, on va trouver la tendreté d'une bavette, mais un goût qui est un petit peu plus accentué. Là. Ah, on sort de la vieille boucherie, là, que c'était un livreur avec son véhicule qui arrivait. Ouais, avec de la suie sur le plancher, puis du sang sur le poitrail. Ben non, maintenant on est beau, on est propre. Moi, ce que j'ai vraiment, la première fois que je suis rentré chez vous, là, dans ton commerce, ce qui m'a vraiment tapé à l'œil, je m'en allais acheter de la viande, puis dans mon regard de consommateur normal, je m'en allais à un endroit où est-ce que tout serait blanc, les gars avec des jarros pleins de sang. Puis, quand je parle de ton commerce à mes amis ou aux gens autour, c'est comme rentrer dans un temple de viande. Tu sais, tu vois que l'odeur, tu sais, il y a une grosse partie sur la présentation de ton établissement. Je me demande, est-ce que c'est toi qui as vraiment tout décoré la place? Oui, moi j'adore le style épuré. Okay. Je voulais plus une boutique de viande qu'une boucherie. On était dans les années 2000, ça a évolué. Fait que c'est ce qu'on a voulu donner, de l'espace, une belle présentation, un comptoir central, que les gens puissent circuler. Il y a des beaux produits, des produits fins qu'on trouve sur les étagères. C'est tous des produits du Québec qui sont fabriqués ici. Ensuite, les gens peuvent se promener et voir vraiment tout ce qu'on fait maison, plus notre présentation de comptoir. Tu as combien d'employés, toi, qui travaillent ici avec toi? Ici, on est 8 employés. 8? Exactement. Puis est-ce que tu pourrais en accueillir plus s'il y aurait... Oui, absolument. S'il y a des gens qui se présentent, là, qui sont qualifiés ou qui veulent apprendre le métier, parce que les écoles ne débordent pas de candidats. C'est vrai, hein? On les forme sur place aussi, donc Puis quelqu'un qui veut aller justement dans ce métier-là, à quoi il peut s'attendre au cours de sa vie, tu sais, comme pour gagner côté salaire, côté horaire? Les salaires sont vraiment super compétitifs, là. C'est plus comme là, 10-15 ans, là, où peut-être la boucherie était peut-être pas valorisée comme telle, là, mais les salaires sont vraiment très compétitifs. Vu le manquement aussi de personnel, on veut les garder, on veut les former. Puis la clientèle s'attache aussi aux bouchers qui viennent voir. Là, puis, c'est cool, ça. Parce que moi, je viens de ce milieu-là. J'ai appris mon métier sur le plancher des vaches. Puis, il me manque quelques notions dans mon domaine, c'est sûr et certain, mais je suis quand même assez qualifié pour pratiquer mon métier. Puis, je suis à peu près sûr qu'en boucherie, ça doit être la même affaire. Les horaires, c'est quand même bien viable, comme tu dis. Les gens qui travaillent là-dedans, ils commencent à quelle heure pour le fun? Ça dépend. Ben, nous, on sert aussi le marché de la restauration. Fait que ça peut commencer à 6 h le matin jusqu'à 6 h le soir. Il y a des employés qui vont rentrer à 8 h, faire du 8 à 6, à peu près du 10 h par jour. OK. C'est demandant. C'est très demandant, oui, c'est ça. Tous les gens que j'ai rencontrés m'ont tous dit ça, comme c'est pas du travail de bureau. Là. Non, les pauses sont rares. On prend les pauses
quand on peut les prendre. C'est sûr que c'est un magasin, donc on s'adapte à la clientèle qui rentre, qui vient. Donc, un peu dans cette ordre d'idée-là, une affaire que je trouve négative dans mon domaine, c'est les périodes festivales. Admettons Noël, Saint-Valentin, toutes ces choses-là perdent un peu leur importance quand on est 3-4 semaines à se préparer à ces roches-là, à ces journées super achalandées. Écoute, le 24 décembre au soir, écoute, à 8 heures, là, je dors sur le divan. Là, je suis pas le seul. On est tous brûlés. Là. C'est des journées vraiment exténuantes. Là. Un peu comme les restaurateurs aussi qui, eux, au quotidien, vont finir à 2 heures la nuit, puis faut que tu fasses le ménage, faut que... Non, c'est sûr que c'est très coriace là, comme style de vie. Mais il y a un côté passion que peut-être on trouve pas dans, tu sais, comme la création de nouveaux produits ou il y a quelques temps, tu nous avais présenté sur Internet une viande qui venait de, je veux pas mal le dire, là, c'était le wuzu. Du Wagyu. Le Wagyu directement du Japon, là, de Miyazaki. Oui, on l'offre, on l'a encore, on comprend aussi. Là, Ça, c'est le Miyazaki en 5. Oh, wow! Donc, on voit que c'est comme une toile d'araignée, si on veut. Là. C'est plus persillé que viandeux. Il y a toujours les mêmes filets, comme on parlait. C'est bien droit, c'est bien... mais ça, c'est élevé d'une façon particulière. Puis lui, il a gagné le meilleur bœuf au monde là, depuis 2015. OK. Il bat même la région de Kobe. Donc, c'est assez rare. C'est pas facile à trouver, j'imagine. Non, c'est assez difficile. Parce qu'il y a de la demande un peu partout dans le monde pour ce genre de pièces-là. Puis... Fait que Pascal, on a devant nous une pièce qui est très généreuse. On voit qu'elle est un petit peu séchée. J'imagine que c'est voulu parce que c'est une viande vieillie. Absolument. Celle-là, elle était vieillie à sec. OK. Donc, vieillie pendant 40 jours à sec. Avec la calotte, le flanc par-dessus, vieillie dans son gras. OK. À température contrôlée. Donc, on vient chercher... C'est sûr qu'elle va perdre beaucoup d'eau. On perd de l'eau, mais on gagne en saveur avec les enzymes naturelles qu'il y a à l'intérieur de la fibre. OK. Plus on la laisse se vieillir, plus elle va se détendre et donner du goût. Donc, on va chercher un goût plus noisette. OK. Pour la viande. Un peu plus comme amertume, peut-être? Pas de l'amertume, mais t'as un goût... Je sais pas si tu veux... Fais juste le sentir un peu, ça va te donner une idée. Oui, du côté vieilli, il y a un côté plus comme un saucisson, si tu veux. Oui. Donc, à la coupe, nous, on retire l'excédent, toute la partie sèche. Il reste juste le... Puis ça, à l'intérieur, il faut quand même dire souvent qu'étant donné que c'est une pièce de viande, c'est l'extérieur, en vieillissant, qui va avoir un peu une fermentation, on peut dire ça de même. Oui. Quand tu l'enlèves, la viande en dessous est quand même bien protégée. Oui, ça protège entièrement. Ça fait une croûte par-dessus, une croûte qui est vraiment solide. Donc, parce qu'on parle souvent de fraîcheur. Par contre, si on dirait on prend un animal, puis tout de suite après, on veut essayer d'en manger un morceau, j'imagine qu'il ne sera pas à son meilleur. Là. Non. Ben, c'est ce qu'on appelle oui, il faut laisser un temps de vieillissement, un temps de repos à ta viande. OK. Un minimum de 14 jours. Nous, ce qu'on sert ici, c'est un minimum de 21 jours. Puis, fait que ça fait travailler plus la saveur, comme tu dis. Exactement. Tu peux faire vieillir 40 jours, 60 jours. Il y en a qui vont faire vieillir plus, mais en haut de 60 jours, nous, on ne voit pas vraiment de différence. OK. Côté film. Faut la vendre, la pièce. Oui, puis ça crée énormément de pertes, là, faire ça aussi. Là. Ah, ça paraît, quand tu achètes au kilo... Tu perds à peu près 60% de la masse du départ pour arriver au produit final. Là. OK, c'est quand même considérable. Hein? Exactement, faut pas aller trop loin non plus. Ça se répercute d'un coup aussi. Donc, il y a énormément de pertes. Quand les gens veulent vivre une expérience, souvent, je dis, ils vont pas aller dans les places à grande surface. Ils vont aller voir les connaisseurs un peu plus professionnels qui, eux, ils veulent vivre quelque chose. Fait qu'ils sont un peu plus prêts à payer le prix que d'avoir la mentalité « il faut que je nourrisse pour 7 personnes à la maison ». Non, c'est ça. C'est un produit pour une soirée. C'est un produit pour un bon souper. C'est une occasion à... Exactement. C'est peut-être pas un produit que tu vas manger un lundi soir, mais si tu veux recevoir des bons amis, un bon couple ou faire un bon barbecue,
tu peux opter pour ce Ça, c'est très intéressant. Je trouve ça super beau. Puis la présentation de cette viande-là, un coup de cuit, toi, tu vas aller avec quoi? Tu vas la sortir peut-être avec des patates ou... Ah, on peut, ouais, pommes de terre rissolées, on peut se faire un petit gratin. C'est le temps des asperges, on se fait des asperges au beurre. J'avoue, hein, des courgettes, des légumes. Ouais, en plein été, écoute, il y a tellement de... Il y a tellement d'assortiments de bon goût, de bonne saveur qu'on peut aller... Si on prendrait une côte, il y aurait à peu près combien de grammes de viande là-dessus pour une personne? Ben, la côte incluant l'os, ça va peser environ 1 à 1,2 kg avec l'os. Donc en viande, tu te retrouves peut-être à avoir un 600-700 grammes de viande. Donc qui est bon pour 2 à 3 personnes. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Moi, je peux en manger probablement un morceau comme ça. Moi aussi. Je peux le manger tout ça sans le partager, mais... Mes enfants, standard, là, 2 à 3 personnes, okay. Tu peux facilement les nourrir avec ça. Moi, je suis curieux, tu sais, on dit tout le temps comme ce qu'on est, qu'est-ce qu'on mange, là. C'est la même affaire pour les animaux, j'imagine. Ouais. Est-ce que toi, quand, mettons, tu vas travailler un poulet qui est élevé de manière commerciale, ou comme je le sais, tu as des poulets qui sont nourris au grain, au contact, au visuel, es-tu capable de le voir visuellement? Oui, il y a différentes méthodes d'élever du poulet, là. Nous, ici, on sert exclusivement du poulet de grain refroidi à l'air. Okay. Qui est super important. On peut retrouver dans d'autres commerces des poulets qui sont refroidis à l'eau, donc sont gorgés d'eau. Mais oui, l'environnement d'un poulet est super important. J'imagine que c'est n'importe quelle bête, là, mais ça a une qualité de grain aussi. Là. Ici, on sert du voltigeur ou de la volaille des cantons. Okay. Donc, leur mélange de grains est vraiment parfait. C'est pas seulement que du maïs qu'ils donnent. Donc, ça fait une chair qui est savoureuse. À la cuisson, ben, elle perd pratiquement pas de volume. Puis la tendreté est là. Les grandes chaînes commerciales, des fois, ils vont nourrir leurs animaux justement avec le blé d'Inde, comme tu as dit. Puis, le maïs, c'est un peu... La rumeur veut que les vaches, étant des ruminants, c'était pas très approprié de les nourrir avec... mais le bœuf d'herbe revient à la mode. C'est très bien. Là, ça fait... Puis, le côté, comme sur l'animal, encore une fois, j'imagine que tu dois voir une différence. On voit une différence côté couleur de gras, de persillage. Ouais. Le persillage, c'est le gras fondant à l'intérieur de la fibre. Là, lorsque tu le cuis, ça fond, donc ça détache, ça crée ta tendreté et le goût. Ça fait un persillage plus abondant. Cool. Ouais. Puis est-ce que dans les périodes, on va dire, mettons, été, hiver, printemps, automne, le même producteur d'animal, est-ce qu'il va y avoir des différences dans les chairs? C'est standard. C'est assez standard. Oui. Okay. Ils sont pas mal bons pour ça. Là. Okay. Quand on achète ici, on vend que du AAA ou du Prime, donc c'est les deux plus grosses catégories qu'on trouve au Canada. Okay. Donc le standard est vraiment là. C'est plus la régularité des produits, j'imagine, comme avec l'âge de l'animal avant de l'abattre, il faut qu'il soit rendu à maturité au bon moment. Puis, exactement. Cool. C'est bien fait. Puis dans tout ce que tu nous proposes ici, c'est quoi ton plus gros vendeur? Écoute, le steak qui est à la mode depuis 5-6 ans, c'est la bavette. La bavette? Demande-moi pourquoi. C'est une viande qui est déjà très goûteuse. C'est une fibre qui est quand même particulière. C'est la bavette qui est la plus populaire. Nice. Puis Lou, ici, notre boucher, il a trouvé une marinade qui se mariait à perfection avec la bavette. Une marinade à l'ail noir. À l'ail noir? Oui. Ça, c'est ton ingrédient secret. J'allais te demander si t'en avais un. C'est le plus gros vendeur. Là. Naturellement, les autres se vendent très bien, là, mais la bavette à l'ail noir, c'est... Nice. Puis dans tes producteurs avec qui tu fais affaire, c'est-tu majoritairement comme... J'essaie juste de comprendre un peu l'animal par où est-ce qu'il a passé avant de venir jusqu'à chez toi. Est-ce qu'il est pris à la ferme, emmené à l'abattoir, puis après ça, eux, ils livrent? Essentiellement, mais la volaille, c'est beaucoup des coopératives. Par contre, la volaille des voltigeurs qui vient de Drummondville, c'est eux autres qui gèrent entièrement leur... l'élevage, l'abattage et la distribution. Ils font tout, eux autres. Exactement. Notre porc vient essentiellement de Saint-Alexandre. Le veau, c'est du Québec. L'agneau, c'est du Québec. Cool. Le bœuf Québec est rendu maintenant plus disponible qu'il l'était avant. Donc, on a un peu de bœuf Québec, le bœuf de l'Ouest, et on a aussi un bœuf d'herbe qui vient de l'île du Prince-Édouard. C'est-tu très rigide? Oui, il y a le MAPAC qui est toujours super important, leur rôle d'avoir des normes. Ils sont essentiels, oui, ils sont essentiels. Mais est-ce qu'ils ont d'autres, comme moi je fais affaire avec la Commission canadienne du lait pour avoir un permis de beurre spécial. Est-ce que toi, mettons, tu voudrais travailler avec un producteur de canard
locaux, tu sais, qu'il fait tout lui-même. Est-ce que il y a des réglementations ou... C'est à eux autres d'aller chercher le permis en conséquence, s'ils veulent vendre dans un commerce comme existant. C'est à eux autres de faire leur démarche. Pour avoir le droit de vendre, de solliciter les gens qui on va... Donc, nous, quand on a une visite de MAPAC ou quoi que ce soit, ben, on sait la provenance, la retraçabilité du produit. Super important. Surtout avec les viandes, tu sais, comme peut-être qu'ils viennent d'outre-mer ou autre chose. J'imagine que c'est super important d'avoir la traçabilité pour dire, OK, on va retrouver s'il y a eu un pépin à quelque part dans la chaîne. C'est obligatoire pour nous de garder un registre. À chaque commande, à chaque livraison qu'on reçoit, on doit garder le code barre du produit, la provenance et la date de... Ça évite que le problème se perde dans la chaîne. Exactement. Ça, donc, de la fin de la chaîne jusqu'au début de la chaîne, le produit est retraçable. Cool. Ouais. Non, c'est super intéressant. J'aimerais ça voir, dans le concept de déconstruire son repas, qu'est-ce que tu me conseillerais pour avoir une bonne galette de bœuf? Peut-être avec un mix d'un autre animal, le veau, le porc, je sais pas qu'est-ce que tu en tête. Ou si tu veux aller entièrement dans le bœuf, on peut y aller avec du flan. Le bœuf qu'on fait vieillir pour faire la côte tomahawk qui est tellement à mode. Oh, oui. Ben, il y a le flan qui recouvre la côte. OK. Ça ferait un très bon burger. Cool, ben super. On va aller voir ça. Avec plaisir. Wow! Donc ça ici, c'est la côte de bœuf. On est allé chercher le flanc, la calotte de la côte de bœuf pour faire ton burger. C'est une partie qui est extrêmement goûteuse. Tu as le goût de la côte. Donc, c'est la partie la plus goûteuse qu'on peut trouver chez le bœuf. Fait qu'avec ça, ça va te faire un bœuf haché extraordinaire. Là, c'est sûr, il est dégraissé. Là. Je te suggérerais plus un mi-meg, qu'on va chercher à peu près un 12 à 18 de matière grasse. OK, quand même. Qui fait que ton burger va être juteux, tendre, et très goûteux. Donc, c'est le flanc de la côte de bœuf. La pièce avec laquelle on fait le fameux tomahawk. Là. Donc, tout le monde raffole depuis... Qu'est-ce qui donne le goût un peu? Je vais sortir du burger 30 secondes, là, mais le tomahawk, est-ce que l'os va apporter une saveur un peu différente à ta viande? Oui, naturellement. Oui. Toute la pièce qui chevauche l'os va prendre un goût durant la cuisson. Parce que souvent, on fait nos bouillons de sauce ou même pour la soupe, des choses de même, on va utiliser des os. Oui. Mais j'imagine que ça, un gros morceau comme ça sur une viande, il faut que ça l'influence à quelque part. La moelle, le collagène va donner une saveur supplémentaire à ta viande. Oui, absolument. Puis il faut choisir une pièce d'une belle qualité. Là, comme ça c'est du Canada Prime. Là. OK. Puis dans notre pièce ici, dans le fond, là, on voit que la viande a plein de filets. Ouais. Je dis souvent, comme dans mon domaine, là, que le pain a un sens. Ça a été travaillé dans une manière où est-ce qu'on voit toujours un peu... c'est comme le bois, ça a un sens. Là, je remarque que ta viande, elle a quand même un peu des lignes bien droites. Puis, si on voulait faire un sauté avec cette pièce-là qui serait aussi bon, on tranche tout simplement dans le sens inverse de la fibre, un peu comme une bavette. Okay. Ça, c'est le flanc. La bavette est faite de façon similaire. Donc, pour aller chercher une tendreté supplémentaire, on va couper dans le sens inverse, dans le sens contraire de la fibre. Puis quelqu'un qui voudrait manger un tartare, je sais que je sors un peu de mon concept de burger, mais est-ce qu'il peut récupérer une pièce comme ça pour le travailler? Le tartare, on peut travailler différentes pièces. On peut aller dans l'intérieur de ronde, dans le surlonge, dans le filet mignon. C'est pas typique à une seule pièce de l'animal. Non, on va aller chercher un goût, une texture différente. OK. Selon la pièce qu'on va aller choisir. Là. Cool. Ah, c'est super ça. Puis la transformer en bœuf haché. J'imagine qu'on fait pas ça à la main pour 250 clients par jour. Hein? Non, on va la passer dans un hachoir commercial. Un hachoir commercial. Pas mal plus rapide. Si tu la fais pour la maison pour 2 personnes, tu peux la faire au couteau pour avoir une texture un peu plus grossière. OK. Mais un hachoir, ça va faire. Moi, je suis un gros fan de cheeseburger. OK? Vraiment, là, ça, c'est. Je pense que je peux en manger à tous les jours de la semaine sans problème. Exact. C'est une des meilleures inventions selon moi. Puis, j'imagine comme un peu n'importe quoi, plus que ta viande va être fraîche, hachée, plus qu'elle va avoir de bonnes saveurs, meilleures. Absolument, ouais. Je regarde ta pièce tout de suite. Il y a comme un gros mythe, moi, que j'ai déjà entendu sur les viandes, que les gens rachetaient du colorant alimentaire pour leur donner la couleur rouge plus longtemps. Non, c'est un mythe. Moi, je connais pas ça. Le bœuf va naturellement se décolorer là, en manque d'oxygène. Le bœuf. Le sang, il pue. Non, il grisaille. OK. La pièce qui touche à l'air, elle va rester d'un goût rouge.
Mais non, du colorant alimentaire, moi, personnellement, j'ai jamais Mais est-ce que tu as déjà entendu dire que... Est-ce que ça se fait dans le domaine ou c'est... Comme je te dis, j'ai entendu des mythes, là, mais oui, je sais pas si c'était... Ça peut être des histoires de jeunesse. Oui, exactement. All right. Puis est-ce qu'on peut voir à l'œuvre comment la viande va se déchiqueter? Absolument. Excellent. On va amener ça au hachoir. Cool, je suis. On voit que tu peux pas travailler la viande dans un environnement chauffé, fait qu'on rentre dans un frigo. Oui, une chambre froide qui est toujours à 2 degrés. OK. Donc la pièce, ça va être mise. Au hachoir. Très joli, très joli. Je l'ai haché une fois parce que c'est suffisant pour avoir une texture. Puis c'est quand même rapide, c'est efficace. Fait que tu n'as pas. Pour quelqu'un qui en produit beaucoup comme toi, j'imagine que c'est important qu'une machine marche. Il y a des journées qu'on pousse à peu près 1000 livres de viande hachée. Donc, ça prend quelque chose de performant. Puis combien d'aliments? Tu dis 1000 galettes de bœuf, admettons, ça vient-tu de 2, 3, 4 pièces de bœuf? On utilise essentiellement des parties d'épaule. OK. Ça, la pointe d'épaule ou l'intérieur de ronde pour faire notre haché. Donc, c'est sûr, pour 1000 livres, ça prend. Ça prend de l'animal. Ça prend peut-être une vingtaine de bœufs pour faire. Cool. Puis le fait que c'est froid de même, dans le fond, ta viande conserve la chaîne de froid le plus longtemps possible. Ouais, toujours respecté, ouais. Cool. Super. Absolument. Excellent. J'aimerais beaucoup ça un jour que tu puisses me cuisiner quelque chose. Si on voit que l'expérience, où est-ce qu'elle s'est emmenée, puis c'est toujours appétissant quand tu m'en parles. Puis un de ces quatre, il faudrait qu'on se fasse un bon barbecue ensemble. Ça super plaisir, mon chum. Tu sais, l'expérience chez quelqu'un qui maîtrise bien son art, un passionné comme toi, ben, c'est toujours le fun de le voir aller à l'œuvre. Mais on se dit à une prochaine. Avec Merci plaisir. beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. Visite, Nicolas. Puis j'espère que les gens vont encourager locaux, c'est super important. Oui, c'est important. On fait vivre plein de familles. Plein de familles, puis énormément d'employés au pied carré dans les commerces de proximité. Exactement. Nous, on n'a pas ce luxe-là encore, malheureusement. Fait que on veut que tout le monde vienne manger chez toi, puis bonne continuation. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup de votre visite, ça fait un plaisir.